Vous l'avez en tête, hein, on parle de plus en plus de neutralité carbone, c'est une sorte de challenge qu'on s'est donné à l'horizon 2050. Alors, il y a une bonne, voire deux bonnes, trois bonnes nouvelles, et il y a quand même une petite mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est quand même un peu en retard. On s'est donné l'ambition de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et ayant en tête qu'au moment où on se parle, on est plutôt à mi-parcours. On est aux alentours de 20, 22, 23%. Depuis 1990, ça veut dire qu'en 2/3 du temps, on a fait à peine la moitié du chemin, quoi. Même 3/4 du temps. Donc il nous reste un quart de temps pour faire la dernière moitié. Donc voilà, les 10 prochaines années vont être tout à fait décisives en fait, si on veut réussir ces premiers points d'étape horizon 2030. Donc il faut accélérer, il faut aller plus vite. Ayons en tête qu'à l'échelle nationale, le secteur du bâtiment, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas rien. Parfois on se dit, oh, c'est plutôt le transport, l'industrie. Non, le bâtiment, c'est un quart. Et c'est même un peu plus, parce que si on rajoute les gaz à effet de serre qui viennent des sites industriels pour livrer des matériaux dans les bâtiments, on est presque à un tiers. Voilà. Donc ça devient quand même très très conséquent, très significatif. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le secteur du bâtiment est un secteur mature, où on considère qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, l'ambition qu'on s'est donnée spécifique au bâtiment, c'est d'aller presque vers zéro émission de gaz à effet de serre horizon 2050. C'est-à-dire qu'on considère que le secteur est mature, que les solutions existent et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir. Là où d'autres secteurs, ça va être peut-être un peu plus dur d'aller si bas en objectif. Alors comme promis, il y avait une mauvaise nouvelle, hein, on est un petit peu en retard, il va falloir accélérer, mais il y a des très bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, ayez-le en tête, même si des fois c'est très dur, on a un socle réglementaire incroyable. Alors je le dis avec des guillemets parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se préparer à faire des saisies dans la plateforme Opéra pour le décret tertiaire, donc j'y vais mollo quand même. Mais je vous le dis quand même, ayons-le en tête, parce qu'on a tendance à s'auto-flageller en se disant c'est compliqué, on n'y comprend rien. La RE 2020, notre réglementation thermique qui est devenue environnementale, on intronise l'analyse de cycle de vie dans la réglementation. Incroyable, on va compter le carbone. C'est une innovation européenne. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui nous regardent un peu en disant mais est-ce qu'ils vont y arriver ? Donc voilà, donc nous on compte le carbone. On compte le carbone et on se donne des objectifs sur tous les postes. On veut faire des bâtiments qui soient exemplaires en carbone. Innovation extraordinaire. En plus, dans la RE 2020, on va s'intéresser au confort d'été. Donc on va voir tout à l'heure si c'est utile, vers 13-14 heures, je pense qu'on commencera à toucher le sujet du doigt. Donc voilà, donc on a cette première grosse innovation. La deuxième grosse innovation, le décret tertiaire, je ne vais pas toutes les citer. On va faire 60% d'économie d'énergie dans le parc tertiaire horizon 2050. Bon, donc là pour l'instant, la priorité du moment, c'est quand même de trouver nos factures, etc. Bon, bref. Et puis peut-être dernier clin d'œil, pour ceux qui le savent, normalement à partir de l'année prochaine, on paiera des écotaxes quand on achètera des matériaux. Parce que comme pour les piles qu'on va déposer à la pharmacie quand on les a utilisées, on considère qu'il y a quelqu'un qui doit bien s'occuper des déchets à la fin d'un chantier de démolition, de construction, de reconfiguration. Et donc on va créer toute une organisation, on appelle ça une filière REP, responsabilité élargie des producteurs, pour gérer de façon durable de l'économie circulaire dans la gestion des matériaux dans le bâtiment. Ayez-le en tête, au niveau européen, on est perçu comme un laboratoire. C'est un mot que j'ai entendu à plusieurs reprises. Les gens regardent la France en se disant « est-ce qu'ils vont y arriver ?» Bon, c'est une petite boutade. Nous, on espère qu'on va y arriver, on est debout sur l'accélérateur. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, il y a plein de solutions. Dans tous les travaux qu'on mène à l'IFPEB, on arrive quand même assez rarement à la conclusion que le frein est la rupture technologique. Chaque fois, on trouve des solutions techniques. On va en parler ce matin. On en a d'ailleurs sous nos pieds. On va en parler pendant la matinée. Les freins auxquels on se heurte, souvent, ça va être la formation, la maturité des acteurs, le passage à l'échelle et la massification. Bref, comment on fait ensemble pour connaître ces solutions, les mettre en œuvre, les opérationnaliser, les massifier. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Du coup, le grand message, c'est maintenant, on passe à l'action. Et très heureux de recevoir plein de gens sympathiques qui font avancer ce combat au quotidien. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par la première table ronde. Et donc, je vais accueillir Maud Cobé, qui va nous rejoindre, Benjamin Fiquet et Cindy. Là, on a autour de la table différents maillons essentiels de la chaîne, si on veut décarboner le secteur du bâtiment. Donc peut-être de façon très simple, on commence peut-être par présenter un petit peu chacun vos activités. Maud, je te laisse en quelques mots peut-être te présenter. Bonjour tout le monde. Écoutez, je m'appelle Maud Cobé, je suis architecte. J'ai une agence dans le 11e arrondissement à Paris. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour apporter un tout petit peu un témoignage à travers l'architecture de ce qu'on pourrait faire ensemble. Merci Maud. En toute modestie. Tout à fait. Merci Maud d'être avec nous, c'est important, tu vas nous apporter un éclairage essentiel. Cindy ? Donc Cindy Demichel, je suis donc présidente de Celsius Énergie, qui utilise l'énergie du sous-sol pour aller chauffer et refroidir les bâtiments en divisant par 10 les émissions carbone. Et donc c'est une start-up de Schlumberger qui nous accueille aujourd'hui. Et ravie d'être là, encore une fois. Benjamin ? Bonjour à tous, merci de votre accueil. Benjamin Fiquet, je suis en charge de la gestion de l'ensemble du patrimoine immobilier de la foncière tertiaire d'ICAD.
Donc c'est à peu près 250 bâtiments pour 2 millions de mètres carrés. Donc en charge au quotidien avec nos clients de mobiliser l'ensemble des énergies pour moins en consommer. Très bien. Je vous propose d'attaquer du coup. Benjamin, première question qui me vient à l'esprit. On a parlé un peu de nos enjeux de décarbonation, horizon 2030, 2050. Ça fait loin tout ça. Comment tu te positionnes aujourd'hui et comment se positionne plus largement ICAD par rapport à ces enjeux de décarbonation ? On est résolument positionné dans le peloton de tête. Résolument. Alors, Churchill, il faut voir loin pour avancer vite. Et on souhaite avancer vite. On n'est pas simplement acteur sur le sujet, on souhaite être moteur. Donc acteur par nos engagements, par notre raison d'être redéfinie il y a 2 ans, et acteur dans les ambitions qu'on porte. Donc une ambition de réduction de moins 60% de nos émissions carbone à 2030. On est déjà à moins 34% par rapport à 2019. On est déjà sur moins 25% depuis 2015. Donc ça va vite, ça va très vite. À cela, on va adresser le volet donc atténuation. On est sur le volet sobriété également, dans lequel on souhaite être déjà au niveau 2040 pour les actifs en construction. C'est le cas d'origine qu'on va pouvoir évoquer dans le cadre de nos performances. Et également sur adresser les autres sujets que sont l'économie, la préservation de nos ressources, à la fois de préservation de nos ressources naturelles et sauvegarde de la biodiversité, qui est le 3e enjeu pour nous. Donc on est sur un scope assez large d'engagement, d'action, et une ambition déjà orientée effectivement 2030-2040 dans les programmes de conception qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je me réjouis que ce soit pas des engagements pour nous-mêmes, mais de plus en plus des engagements avec nos clients qui eux-mêmes prennent le pli et autres. Et c'est tout à fait réjouissant de ne pas cohabiter simplement dans un bâtiment, mais de mettre en place ces coopérations entre un bailleur et son preneur. Et ces coopérations bailleur-preneur, elles sont salutaires. C'est ce que tu défends dans le Cube notamment. Merci beaucoup Benjamin. C'est super intéressant parce qu'on voit que finalement les enjeux un peu d'ordre général qu'on évoquait en préambule, en fait, ils sont lourdement ancrés au cœur même de la stratégie des actions que vous menez, donc c'est super intéressant. Tu parlais de coopération, donc j'ai envie de me tourner vers Maud. Quand on parle de bas carbone, on a quand même tendance à parler de moins. Voilà, on veut faire moins d'énergie, moins de matériaux, moins, etc. Parfois, on parle même de faire mieux avec moins. Donc, comment tu vois le rôle de l'architecte dans ces enjeux un petit peu bas carbone ? Alors, je suis très fière déjà de représenter la profession d'architecte. Quand je m'exprime dans ce genre de table ronde, c'est pas pour parler de mode, c'est pour parler du métier. Donc aujourd'hui, on va parler du métier. Et l'architecte a un rôle essentiel. Essentiel parce qu'on est vraiment au cœur, on est le chef d'orchestre, et on met en musique. Alors on va mettre en musique, ça veut dire que parfois on peut faire des fausses notes, parfois on peut se planter. Mais un bon chef d'orchestre, il est obligé d'être accompagné de bons musiciens. Et donc vous tous, promoteurs, investisseurs, élus, quand ils ont du courage, j'insiste, ingénieurs et tous les cycles, tous les participants à l'acte de construire, eh bien, ce sont un petit peu les musiciens. Et donc on va essayer, alors évidemment on a un rôle central, et en même temps on n'a pas beaucoup, parfois on a peu de possibilités d'expression. On est tenu par des injonctions complémentaires, c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment, mais c'est la réalité. Faire mieux avec moins d'argent, et puis au final on se dit on va faire environnemental, mais l'environnemental on sait que ça coûte 20% plus cher, le réemploi, le recyclage, la réutilisation, tout ce qui est c'est super mais ça coûte cher. Nos amis promoteurs, vous achetez des terrains, malheureusement vous dire merde c'est trop con, il coûte trop cher, il coûte 20% trop cher, donc on a 20% de l'achat du terrain qui coûte trop cher, 20% peu importe, donc il n'est pas au bon prix. L'environnement n'est pas encore au bon prix. Donc on est déjà, nous, les architectes, faites bien, faites mieux, faites beau, avec déjà 40% de trop. Comment on fait ? Et malheureusement, pour l'instant, mais je reste optimiste et je suis très contente que tu aies fait l'introduction avec Laetitia, parce que tu apportes du sourire, et on n'est pas là pour s'engueuler, pour se dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut juste qu'on essaie d'y croire à ce qu'on fait, mais qu'on le fasse. Allons-y. Bon. Donc comment on fait ? Moi, je ne suis pas juriste. Je me dis qu'à un moment donné, il y aura peut-être une mécanique financière qui fera que... Alors, est-ce que c'est du fiscal ? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi ? Est-ce que c'est du légal ? Est-ce que c'est des notaires ? Je ne sais pas. Mais qui va faire qu'à un moment donné, eh ben, l'argent nécessaire pour pouvoir financer cet environnement soit habilement utilisé pour pouvoir rééquilibrer les objectifs. Les objectifs, c'est de faire mieux avec moins et de ne pas oublier pour qui on construit. Parce que moi, je considère que je construis un bâtiment...
pas simplement pour faire une boîte magnifique, l'œuvre, non, c'est pour habiter des usages. Et les usages, ils sont fondamentaux. Et les usages, c'est qui? C'est le vivant. Et le vivant, c'est qui? C'est nous, les hommes et les femmes, et la biodiversité. Et on fait partie de cette chaîne-là. Donc, la RE 2020, j'aime bien ce nom-là, réglementation environnementale. Ça change, c'est la sémantique, mais c'est plus réglementation thermique. On a enfin compris que les sujets, c'était pas la thermique, c'était l'environnement. Et donc l'environnement, c'est une approche organique des choses. C'est un peu le cerveau droit, le cerveau gauche. Alors moi, je suis plutôt droit. J'arrive à mettre en scène les choses quand on organise avec une vision globale. Je suis très mauvaise en analytique. Mon mari est super fort en analytique. Pourquoi je dis ça? Parce que les ingénieurs, vous êtes très analytiques. Alors on s'engueule tout le temps, mais Maud, moi j'ai un bouquin, j'ai la conclusion parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi et après je regarde à l'envers. Et on est fait, nous tous, de ça en fait. C'est ça qui est génial. Mais je commence à comprendre à 44 balais comment ça fonctionne. Déjà, il faut qu'on comprenne comment nous, on fonctionne à l'intérieur. Parce que nous-mêmes, certains vont faire des règles avec beaucoup, beaucoup de bon sens. Je pense qu'on a tous une sincérité, clairement. Sauf les lobbyistes. Bon, mais on est sincère. Donc après, quand on s'engueule en réunion pour y arriver, c'est comment ça fonctionne, parce que toi, tu n'as pas la même expression que moi. Excusez-moi, je dis vague, mais c'est important parce que c'est nous qui faisons les règles. C'est nous qui mettons en musique, c'est vous qui faites les règles, etc. Et donc, du coup, il y a un moment donné, c'est quoi le fonctionnement général? Donc, pour revenir à ta question principale, le plus important, je pense, c'est pour qui on construit. Moi, c'est mon objectif. Pour qui on construit? Pour les hommes. Donc, on va remettre l'homme au centre. L'homme avec un grand H. Voilà. Et une fois qu'on aura considéré l'homme, on va considérer la biodiversité en parallèle, évidemment, les cycles de vie, les usages, etc. Et tout ce qui va arriver ensuite va découler de cette façon de percevoir les choses. On reparlera après plus tard de la RE 2020, mais c'est juste pour faire un préambule sur la façon dont on perçoit les choses. C'est très important, à mon sens. Ouais, merci à toi. Et c'est super important parce qu'en fait, on voit finalement qu'au travers de cette notion de performance environnementale, en fait, ça vient reconfigurer un peu notre façon de travailler en équipe, voire même peut-être un nouvel optimum technico-financier qu'il va falloir qu'on trouve si on veut vraiment mettre en œuvre les solutions. Merci à toi, Maud. Cindy, du coup, on était un peu là pour l'instant dans cette prise de recul le rôle de chaque maillon de la chaîne. Donc toi, comment est-ce que tu perçois le rôle de façon plus large de Celsius dans cette belle aventure? Le rôle de Celsius, c'est de proposer des solutions pour aider justement à cette transition qui a déjà été amorcée par certains qui sont les pionniers, qui sont peut-être les experts du mouvement et qui doivent inspirer par le retour d'expérience de ce qui se fait. Et puis pour ceux qui arrivent dans cette transition aussi. Donc de proposer des solutions, et j'aime bien ce que tu disais, Maud, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cerveau droit, cerveau gauche, il faut qu'on ait des outils. Donc tu as parlé d'analyse de cycle de vie, et c'est vraiment ça, c'est de prendre des systèmes et de bien prendre en compte toutes les externalités positives, négatives de chacune des solutions, et de comprendre ce qu'on apporte et ce qu'on perd, parce qu'il faut pas être, il faut être très lucide là-dessus. Et c'est aussi ça que nous on apporte, c'est une rationalité, la page de la conclusion du livre, pour que justement chacun des acteurs puisse y trouver ce qui vient y chercher. Donc nous, quand on dit on vient chercher le sol et on met à disposition la capacité thermique du sol pour chauffer, refroidir des bâtiments, et qu'on divise par 10 les émissions carbone par rapport à une solution gaz, c'est pas simplement un vœu pieux. C'est-à-dire qu'on a fait les calculs, on a pris les analyses de cycle de vie et on apporte cette solution. Donc comment on se positionne dans cette chaîne de valeur et de transition? On se positionne comme ça, avec une solution, avec des paramètres chiffrés et des retours d'expérience chiffrés et validés. Et puis on est là aussi pour essayer de, comme tu disais, de mettre un peu de sourire, un peu d'enthousiasme. Et c'est aussi pour ça, c'est pour ça qu'on essaye d'organiser aussi ces réunions, de tous se parler et de tous se connaître, de faire un peu cette communauté de la transition, de participer à cette communauté de la transition, et puis de travailler ensemble. Et nous, au-delà de notre solution, au-delà de ces visites qu'on organise, on constitue également donc des acteurs engagés, une chaîne un petit peu avec ces acteurs engagés, pour permettre à cette énergie du sous-sol d'être de plus en plus connue, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas une énergie qui est très connue, et de porter aussi un plan de déploiement de cette géoénergie au-delà de nous, experts engagés, mais aussi au niveau du public. Et on a cette ambition de porter ce plan de déploiement de la géoénergie au niveau local, au niveau public, au niveau gouvernemental, pour faire en sorte que dans l'équation, dans le mix énergétique de demain, on prenne enfin en compte cette énergie, cette géante endormie
des énergies renouvelables qui est là sous nos pieds et une batterie de calories incroyable. Et qui nous rafraîchit en été aussi. Et qui nous rafraîchit. Vous pouvez monter. Là, maintenant, on habite ici, là, dans ce bâtiment rafraîchi. Je peux vous dire que ça rafraîchit correctement. C'est très bien. Merci à toi, Cindy. Benjamin, on a beaucoup parlé de cycle de vie. Et je vais faire une petite réunion avec la RE 2020. On a beaucoup parlé de RE. Est-ce que ça change des choses un peu dans l'exploitation responsable que vous faites du coup de vos bâtiments, cette analyse, cette façon de penser un petit peu globale, cycle de vie? Ce qui change dans l'analyse de cycle de vie, c'est finalement la manière dont on a introduit dans l'ensemble des équipes opérationnelles, de la phase conception, réalisation et gestion, cette culture de l'impact. La culture de l'impact, c'est la capacité à mesurer à chaque moment la résultante des actions et des décisions qui sont prises. Cette culture de l'impact, elle est favorisée en amont, dans la conception, dans les outils de conception BIM, et les combinatoires de choix, l'intelligence constructive entre le meilleur matériau, le meilleur endroit, la meilleure solution technique pour la meilleure situation selon la localisation est un outil formidable de choix et d'aide à la décision. Dans une culture de l'impact, par rapport à des éléments que tu évoquais, qui sont les cadres d'indices de la réglementation environnementale, que ce soit le DH, sur le confort, que ce soit sur le BBio, que ce soit sur le CEP et autres, il y a beaucoup d'indices. Cette culture de l'impact, ensuite, elle se propage vers la phase réalisation avec des choix de matériaux, de réalisation qui sont soit ex situ, c'est tout ce qu'on voit se développer sur la préfabrication ou éléments préfabrication indispensables si on veut avoir des bétons innovants, des CM3 et autres, notamment dans les fondations ou autres, mais également sur tout ce qui est préfabrication sur des objets très complexes pour adapter les dispositions constructives et l'intelligence constructive qu'évoquait Maud. Donc, et utiliser les matériaux également issus du réemploi, c'est quelque chose qui est cher à beaucoup de personnes ici réunies, de comment, en fait, que cet impact, il est au bon endroit. Et donc, comment on favorise le réemploi, c'est notamment sur des plateformes qui viennent raccommoder, réconcilier des ressources disponibles à différents endroits. Et ensuite, la culture de l'impact, elle se propage aussi, elle contamine peu à peu l'ensemble de la chaîne immobilière et de notre filière, et c'est réjouissant, puisqu'elle contamine aussi les équipes de gestion et exploitation qui sont dotées d'immeubles aussi intelligents, mais quand on appelle les immeubles intelligents, moi je les appelle souvent des immeubles conscients, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont et ce qu'ils génèrent comme impact énergétique, comme impact carbone ou comme facture. Et donc ces immeubles conscients, dotés de capteurs de multiples, il y en a de plus en plus, finalement créent une responsabilité du gestionnaire à opérer le bâtiment dans les meilleures conditions d'usage, que pour effectivement les humains qui y habitent, qui l'utilisent, mais également l'ensemble de l'écosystème avoisinant. Donc cette culture de l'impact, elle est réjouissante, et elle donne des outils, et elle s'associe entre les acteurs, parce qu'elle transcende finalement, et elle décilote, c'était un point qu'on avait évoqué dans nos préparatoires, notre filière de la conception à la construction, à l'exploitation. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, que de pouvoir se parler, de pouvoir coopérer aussi, et pas simplement de moi, je prends le relais, on l'évoquait, moi je fais le passage de relais des bâtiments construits Maud, je les gère, et donc ce passage de relais, ça se prépare, et c'est comme ça qu'on est champion du monde. Bon, donc finalement on est parti d'une réglementation qui était un peu austère, et puis là on parle de coopération, on parle de culture d'impact. J'aime bien, il dit qu'on est les champions du monde, c'est top. Le relais 4 fois 100, les Français ont toujours été très forts. Je crois que c'est enregistré, donc c'est bon, on pourra faire. On a toujours été très fort les Français en relais, c'est-à-dire que ce soit en natation, en athlétisme. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête au sport hein. et que ça se... du coup, si on revient un petit peu sur la RE 2020, ça reste une réglementation. Et d'ailleurs, Maud a commencé à l'introduire en disant n'oublions pas qu'une réglementation, ça donne des règles du jeu pour comparer des trucs comparables. Puis après, il y a la vraie vie. Voilà. Et puis d'ailleurs, tu as fait un clin d'œil au lobby. N'oublions pas que sur les fameux indicateurs, il y a des arbitrages politiques qui se fondent sur la science, mais qui sont aussi quand même des arbitrages politiques. Donc si on met un peu de côté tout ça, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette RE 2020 ? Qu'est-ce que ça va amener de positif ? Enfin, voilà, c'est quoi la vision que tu peux porter là-dessus, Maud ? Alors, ce qui est super, c'est que en fait, ça nous donne, comment dire, c'est un manuel qu'on va pouvoir utiliser. Alors moi, je ne l'ai pas encore utilisé parce que c'est tout neuf, hein, et puis il faut qu'on le digère. Et puis de ce que j'ai compris, la RE va évoluer. Tu m'en as parlé en préparation, c'est ça, hein. Dans 5 ans, il va y avoir un peu un retour d'expérience sur... Voilà, tous les 3 ans, on se met autour de la table. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire que le jour où j'émets une idée,
Cette idée-là, elle est super, peut-être bien à 80%, mais il y a 20%, ça s'appelle la variable d'ajustement. Moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'explique tout le temps au quotidien auprès de mes équipes. Il y a la règle et l'exception. Mais quand l'exception devient de la règle, ça ne va pas. Donc, il faut avoir cette humilité de corriger. Donc, si tu me dis que c'est dans 3 ans, parce qu'encore une fois, tu es le sachant, moi, comme vous, je débarque. La RE 2020, il faut la digérer, etc. Et puis, on va l'appliquer. On va se rendre compte, il y aura un retour d'expérience de ce que je comprends sur ce qui fonctionne moins bien, et donc un réajustement. Bon. Ce qui est super, c'est que, pour une fois, encore une fois, on n'a plus la thermique, c'est l'environnement, premièrement. Et deuxièmement, on va pouvoir redécouvrir des matériaux biosourcés. Alors, je sais que c'est un mot qui est très à la mode. Parfois, on en fait trop. Mais comme je le dis souvent, parfois, il faut en faire trop pour faire passer des bonnes idées. Après tout, la terre crue, la paille, ça paraît un peu OK, même si c'est encore une fois un mot à la mode et qui est porté par beaucoup d'acteurs. On va pouvoir redécouvrir ce système de construction qui, finalement, était un peu la règle de nos ancêtres. Et quelque part, ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude, elle est là. C'est un beau jeu de mots par rapport à Celsius. Elle est là. Bah, nous, on fait de l'eau tiède même, tu vois. Pardon, l'eau tiède, pardon. Voilà. Donc, il y a des moments, je pense qu'il faut parler tout simplement de bon sens. Donc, le bon sens, c'est, 30% de nos bâtiments en France ont été construits en terre crue. Il faut le savoir, 30%. C'est pas juste le bobo qui va refaire sa grange à la campagne. Non, en fait, c'est un fait. La terre, elle est là. Les bâtiments existent, on va les rénover, et ceux qu'on va construire, on va pouvoir utiliser cette matière qui est la terre. Mais pas que. La paille, l'avantage, c'est qu'elle est plus légère que la terre. On parle de carbone, on parle de poids. Il y a des expositions qui ont montré que finalement le poids, et c'est là où les ingénieurs, vous allez habilement nous aider à dire est-ce qu'on valorise le poids. Le poids, il est important pour la thermique. La paille, c'est léger, mais il faut en mettre plus. Voilà, c'est quoi l'idée? Bon, mais c'est pas grave. Quelque part, chaque projet sera unique. Parce que l'endroit où tu vas récupérer cette matière première, elle sera plus ou moins loin. Donc il y a toute une organisation magique qui va s'opérer. Là, je ne fais pas ma naïve, mais je me dis, ça va être créateur d'emplois. Parce qu'aller chercher ces matériaux qui sont ici, là, la pierre, le métal qu'on va réemployer, le béton parfois, parce que c'est pas mauvais genre de dire que le béton bas carbone, ça peut fonctionner, mais au bon endroit. Et quand on va finir par faire cet alliage, ce bon gâteau, intelligemment, on va se intéresser à ces métiers perdus, et donc on va rééduquer les jeunes qui n'ont rien à faire en ce moment que travailler chez Uber. Non, tu vas dire, pardon, je dérive, mais à un moment donné, la formation, ça commence par là aussi. La formation, si tu veux apprendre le métier, on va te l'apprendre. Donc ça sera créateur d'emplois, ça valorise des métiers qui existaient déjà, qui ont disparu, et on croit vraiment à l'excellence française, c'est ça, on va venir nous chercher, les Asiatiques nous cherchent parce qu'on est excellent dans un domaine. Donc on va réenclencher toute cette filière-là, donc il faut l'organiser, parce que la filière bois, elle n'est pas assez organisée, on le sait très bien, ça ne marche pas du tout en ce moment. Il y a la mode du bois, il faut aller chercher le bois, c'est trop loin, c'est transformé à droite, à gauche, etc. Mais ça va s'organiser, donc là, il va y avoir 5 ans de bazar. Je pense, 10 ans peut-être. Ça va être le bazar, et nous, on est là, on est un peu des catalyseurs. Bon, on va se planter, on va recommencer. Et une fois qu'on a parlé de la RE 2020, elle va nous obliger à faire ça. Et puis, il y aura le rééquilibrage. Voilà. En revanche, et après, ce sera ma conclusion, il ne faudra pas oublier l'objectif. C'est OK, on aura peut-être fait, à un moment donné, le plus bel objet, le plus beau bâtiment bas carbone. Si, en revanche, il a coûté trop cher et que, du coup, on a dû réduire ses espaces et sa qualité d'usage, on aura perdu. Quand on fait l'observatoire de la qualité des bâtiments des 20 dernières années, en septembre, il y a eu le rapport... comment il s'appelle, le ministre qui a le rapport... Oui, le rapport. Le rapport en septembre 2022... Bon, c'est pas grave. 2022, on est en 2022. Dans 2021, il y a eu un rapport... Bon, il y a eu un rapport sur la qualité du bâtiment. Il est super, ce rapport. La conclusion, mais juste qu'on se dise, quoi. Les appartements ont perdu 20 cm de hauteur en 20 ans. C'est-à-dire qu'en 2020, on n'est pas foutu de construire des bâtiments, d'appartements, de qualitatifs. La cuisine n'existe plus. Architecte, on construit des cuisines, vous savez très bien. Il n'y a plus de cuisine, elle disparaît. Alors la cuisine américaine, ça marche très bien, mais à un moment donné, quand tu n'as pas les mêmes façons de vivre, c'est pas terrible. Enfin, c'est bien quand on est bobo, mais quand on est famille nombreuse, c'est quoi le projet de la cuisine ouverte, qui finalement est dans ton salon, tu n'as même plus la place de mettre ton... Les chambres disparaissent. La chambre, elle a perdu... un appartement en 20 ans a perdu 5 mètres carrés de surface. On parle de chiffres. Moi, j'aime bien ces chiffres-là parce que du coup, ils te donnent l'info. Et les chambres sont les chambres à coucher. C'est pas les chambres où on va faire plusieurs usages, le télétravail. Enfin, on sait tout ça. Donc, la norme, elle est bien. La RE, oui. Et on va le faire ensemble. Mais à condition qu'on n'oublie pas l'essentiel, encore une fois, c'est la qualité des espaces. Parce que tu auras fait un bâtiment bien foutu, mais dans 20 ans, on le démolira parce qu'il sera décorrélé de la réalité. Voilà, donc c'est toujours ça qu'il faut remettre en perspective. Merci. Leclerc Giromé,
petit. Voilà, Merci beaucoup pour cet éclairage. merci. Non, mais très important tout ce qu'on se dit en fait, hein. La réglementation va juste donner un cadre. Et effectivement, ne perdons pas notre bon sens et n'oublions pas qu'un bâtiment, à la fin, il y a quand même des gens dedans, effectivement. Et donc, Cindy, une question un peu musclée que je vais te poser. Est-ce que tu veux qu'on fasse une rupture de séance Attends, je m'entraîne. Bon, quand on parle de décarbonation, tout de suite, il y a des matériaux, des énergies qui nous viennent à l'esprit, etc. Puis parfois, on tombe un peu dans quelle est la meilleure solution, c'est quoi le meilleur matériau, c'est quoi la meilleure solution énergétique, ou dans le consommer moins avant de consommer mieux, les deux en même temps, l'un après l'autre. Est-ce que c'est raisonnable de mettre une solution sur un bâtiment qui n'est pas isolé, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a une solution qui est meilleure que les autres, Cindy, tu penses ? En fait, c'est un peu musclé, mais c'est pas grave. Et puis, je suis sûre que Benjamin aura plein de choses à raconter aussi là-dessus. Comme ça, j'ai appel à un ami en même temps. Et non, en fait, je pense qu'il y a plein de leviers. Donc, il y a des leviers, évidemment, de maîtrise de l'énergie. Donc, d'isolation, de réflexion sur les usages, évidemment. Et il y a des solutions qui sont, au niveau énergétique, tu disais, de vecteur énergétique. Alors, nous, évidemment, on se positionne dans le vecteur énergétique. Et depuis 30 ans, ce qu'on fait, c'est évidemment, il y a le côté, je vais jouer sur la maîtrise de l'énergie, la sobriété. Je n'ai pas envie de chauffer les petits oiseaux avec mon énergie verte. Et puis, on se disait, je vais diminuer ma consommation d'énergie. Et puis ensuite, ce qui me reste, je vais le changer et puis je vais le passer au vert. Là, je parle de la rénovation, en l'occurrence. Et c'est évidemment le plus vertueux. Maintenant, tu le disais toi-même, il reste une dizaine d'années. Le GIEC nous dit qu'il reste 3 ans si on veut rester dans l'objectif des 1,5 degrés. Est-ce qu'on va rénover tous nos bâtiments et diminuer de 30% nos consommations en 1 an et après on changera au vecteur énergétique? Je doute. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, on n'a pas le temps à mon avis, on n'a pas le temps de rester dans cette logique de je fais de la sobriété et puis après je verrai. Et qu'en fait, il faut faire tout en même temps. Et j'avais invité, il n'a pas pu venir, Mathieu Ozano du Shift Project, qui a sorti le plan de la transformation de l'énergie, non pas de l'énergie, mais de l'économie française. Et en fait, ils sont très clairs, c'est-à-dire que si on veut que nos trajectoires carbone soient les bonnes, si on veut atteindre nos objectifs, on n'a pas le temps de faire tout ça. Il faut faire tout en même temps, il ne faut pas opposer les leviers. Et puis évidemment, il faut se poser la question du bon sens. Si j'ai vraiment une passoire thermique plus, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux quand même changer mes fenêtres? Mais souvent, en fait, l'argent vient. La question de l'argent vient. Et quand on change toutes les fenêtres, toute l'isolation, etc., certaines fois, on a des ROI. Il y avait un autre rapport qui disait ça. Il parlait d'un ROI entre 25 et, sans dire de bêtises, 140 ans. Alors, 140 ans, le ROI, il faut se lever tôt quand même pour l'accepter. Donc en effet, il y a plein de leviers, il faut les faire tous en même temps. Et moi, je crois fort dans ce levier du vecteur énergétique aussi, parce que même si on a un bâtiment qui n'est pas le plus isolé possible, et c'est ce que vous voyez là, c'est pas non plus un bâtiment... on a des chaises, super, comme ça vous allez pouvoir vous asseoir. J'avais mal pour vous dans mon beau siège. J'étais en train de me demander le rapport avec les chaises, mais... C'est pour l'usage. C'est pour l'usage. Ah, d'accord. Et donc, ce que je disais, c'est qu'avec même un bâtiment qui consomme beaucoup, on change le vecteur énergétique, et notamment avec cette géoénergie, on va diviser par 4, ou voire par 3, l'énergie consommée. Mais c'est énorme par rapport à un changement d'isolation, etc., qui va nous rapporter 10, 15, 20% quand elle est bien faite. Donc, n'opposons pas les leviers, faisons tout en même temps, autant qu'on peut, et on y va, quoi, parce qu'il nous reste 3 ans pour les 1,5 degrés, une dizaine d'années pour le reste. Et l'appel à un ami, peut-être? Non, mais la meilleure solution, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein. Il y a plein de solutions. L'exposition va en témoigner, vous en trouverez plein. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a les outils aussi pour les choisir et les sélectionner. C'est la procédure de la culture de l'impact. Vous avez des outils à mobiliser et mobilisables, d'ores et déjà, qui vous permettent de choisir et de sélectionner la bonne solution au bon endroit, que ce soit dans les dispositions constructives, que ce soit dans les dispositions énergétiques. Et donc, on a les outils de modélisation
qui nous permettent de... Alors, c'est là où il faut être un peu japonais, il faut trouver la voie du milieu. Entre... On est soumis entre le volet atténuation, adaptation, préservation. Atténuation, adaptation, préservation. C'est en plus aligné avec des sujets européens de taxonomie. Mais atténuation, qu'est-ce que c'est? Sobriété, d'adaptation, parce qu'il faut en passer par là. Donc tu dis les rénovations, c'est aussi sobriété, mais c'est aussi adaptation. On est propriétaire d'environ 250 murs de cliniques en France. C'est-à-dire que le sujet d'adaptation, c'est un sujet, par construction, on a des personnes fragiles qui habitent ces bâtiments. Et donc comment on s'adapte? C'est-à-dire des journées comme aujourd'hui, on est un peu tendu. Et la préservation, parce que les préservations, nos ressources sont finies. Et on en voit. Est-ce que tu me permets sur le sujet des cliniques? Oui. Sur le sujet des cliniques, nous, on vient de terminer une clinique en Bretagne. Population fragile, donc besoin de chaud, besoin de froid de plus en plus. Et je discutais avec un élu parisien sur les hôpitaux. Et en fait, il m'expliquait, donc lui, il est expert climat et énergie, c'est un ingénieur aussi, il n'est pas juste élu. Et il m'expliquait qu'à Paris, les hôpitaux parisiens, en fait, si on augmente, si on a une canicule de plus de 10 jours, de 15 jours, avec des températures auxquelles on va être exposé aujourd'hui, en fait, les clims ne vont plus marcher. Et si les clims ne marchent plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'opère plus. C'est terminé. Et donc, en termes d'adaptation d'une ville comme Paris, et d'autres, évidemment, c'est un souci plus, quoi. Ouais. Je te relaisse. Merci. Non, mais c'est vrai que atténuation, adaptation, préservation sont trois éléments sur lesquels on doit trouver des solutions qui permettent de satisfaire à ces trois volets-là. Et il y a les alignements financiers, les alignements des intérêts financiers sont aussi alignés sur ces trois axes-là, sur les DNSH et autres qui arrivent. C'est le premier point. Le deuxième, c'est des solutions prises entre trois volets. Le troisième s'invite dans la discussion entre kilowattheure, donc sobriété, kilogramme de CO2 mètre carré, intensité carbone ou impact carbone, avec des indicateurs et des métriques qui évoluent selon les méthodologies. Ça, c'est vrai qu'on a inventé la comptabilité carbone en France. Et on a inventé quelque chose d'assez compliqué qui, entre les scopes 1, scope 2 et scope 3, il y en a qui viennent d'inventer le scope 4, super. Oui, c'est EDF, entre le scope 4. Ce qu'on peut faire éviter aux autres comme énergie. Une autre table ronde peut-être. Ça. Voilà. Avec plaisir. Non, mais le scope 4, c'est aussi la manière dont on est sur du market-based versus du locate-based en méthodologie carbone et autres, et qui fait tout d'un coup disparaître un impact carbone des énergies renouvelables. Le transport, des trucs, des magies de comptabilité carbone, qui est quand même un sujet. Et le troisième volet, c'est le prix. Et le prix, on est quand même... Donc d'un côté, le prix, là on vient de faire 214% de hausse de l'électricité et de l'électron depuis le 1er janvier, enfin 214% versus les plus déjà 100% l'année dernière. Donc on est à du 300%. Et en base load, c'est-à-dire en prix du mégawattheure acheté en 2023-2024, on est déjà sur des trajectoires qui sont vertigineuses. C'est pas une rampe qu'on prend, c'est un mur. Donc le gaz, c'est plus simple, parce que le gaz, on peut le stocker. Alors c'est là, et les géothermies à ça, c'est qu'on peut stocker. Stock quelque part d'énergie. Le gaz, on peut stocker. Donc quand on a refait les réserves de gaz et on a vu des baisses de prix du gaz, l'électricité, on a encore des difficultés. C'est un des regrets qu'on a sur le programme Origine dont on parlera, qui est d'avoir fait une brique énergétique de stockage d'énergie. On a dû renoncer à cette brique. C'était un peu early stage, mais la brique de stockage de l'énergie va être un sujet fondamental pour à la fois le mix énergétique. Donc atténuation, adaptation, préservation, premier point. Et deuxième, c'est effectivement kilowattheure versus impact CO2 versus prix de l'énergie. Parce que construire des logements, comme tu l'évoquais, Maud, dans lequel on peut mettre en précarité énergétique, dans des choix énergétiques ou des mix énergétiques, ça peut être très problématique. C'est-à-dire très problématique pour des ménages qui vont se retrouver avec des factures énergétiques insoutenables. Et donc on doit aussi être conséquent dans l'acte de construire, sur le petit résidentiel, résidentiel collectif qu'on produit chez ICAD, c'est à peu près 6000 lots par an. On doit aussi, dans les mix énergétiques, être un peu conséquent sur la facture, ce que ça prononce pour les ménages qui se retrouvent parfois en situation assez complexe dans ce que j'évoquais comme hausse, le mur de l'énergie qui arrive. C'est maintenant, le mur, on le prend maintenant. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, tu parlais d'Origine. Donc, finalement, sur le projet Origine, tu peux peut-être nous en toucher deux mots. Je crois qu'il est E3C2. Donc, Origine, si tu peux nous décoder le code E3C2, sachant qu'il y a plusieurs vecteurs énergétiques.
Donc c'est un projet très ambitieux. Tu peux nous en toucher quelques mots? Oh bah, c'est le bâtiment, un des bâtiments les plus performants au monde. Merci Maud. Juste ça? Juste ça. Champion Il du est monde. modeste, mais il est juste ça. En fait, il est effectivement E3C2, qui pour un bâtiment de près de 70 000 m², Maud le redira, mais c'est une gageure. Enfin, ça impose des choix extrêmement lourds pour l'investisseur que nous sommes. Il coche les 3 labels LEED, BREEAM, HQE au niveau outstanding pour le BREEAM et LEED et autres. Il est Osmose, c'était notre volonté d'être Osmose, c'est pour vérifier la preuve d'une promesse, d'une qualité de vie de l'ouvrage, tel que ça tient à cœur de Maud, de cette qualité de vie et à nous, que d'apporter via Osmose la preuve d'une promesse de qualité de vie et de l'usage. Il est Biodiversity, il est R2S 3 étoiles, qui est le bâtiment le plus important en 3 étoiles. Le R2S, c'est la connectivité, c'est mon bâtiment intelligent, plutôt bâtiment conscient, qui est doté d'environ 950 capteurs, 450 régulateurs et autres, qui est en fait un système nerveux du bâtiment qui rend ce bâtiment finalement dans sa physionomie à la fois performant. Dans son BBO, il est à 64 de BBO, ce qui est quand même très bas. Il faut l'avoir en tête, c'est très bas, donc très performant dans sa qualité intrinsèque et dans sa physionomie performante et dans sa physiologie, c'est-à-dire dans la capacité qu'il a à fonctionner, d'avoir tout à la fois une jambe d'énergie qui est fondée sur la géothermie et une jambe énergétique qui est fondée sur du réseau urbain, un bras avec des panneaux photovoltaïques, un autre bras avec de l'électricité ENR renouvelable et tracée à 100% renouvelable. Donc on a finalement une physiologie du bâtiment qui nous permet d'organiser, d'orchestrer sa performance dans la durée, et c'est l'œuvre de Maud, et on en est particulièrement fiers dans ce qu'il apporte et la preuve de la promesse de performance. Et donc il est une architecture qui est sobre, qui est modeste, qui n'est pas ostentatoire et autres, mais tellement performante. Et du coup, forcément, j'ai envie de poser la question, Maud, comment est-ce qu'on fait un bâtiment champion du monde? Alors déjà, c'est un bâtiment qui a été construit avec toute une équipe, donc c'est 25 collaborateurs architectes qui ont travaillé pendant 5 ans en association avec une autre agence, Quadrifior. Et c'est vrai qu'on avait le mandat en tant qu'architecte de cet bel ouvrage qui était résultant d'un concours international avec beaucoup d'IVA. Donc quand on arrive à 40 ans et qu'on gagne ce concours-là, ça vous change votre vie forcément, parce que ça catalyse un petit peu. Et en même temps, c'est gigantesque, 70 000 m² de bureaux, 10 000 m² de logement. Donc c'est un morceau de ville face au siège de Vinci Construction, à côté de l'œuvre de Ports-en-Parc, je l'appelle son nuage. Donc il y a son nuage, et puis nous on a fait un grand bloc de glace blanc qui côtoie. Donc c'est une architecture qui emprunte des formes organiques pour un peu conférer l'envie de se balader en ville et de découvrir des bâtiments un peu plus doux, un peu plus ronds, un peu plus bienveillant, je dirais, et un petit peu en rupture avec les formes très tendues de Nanterre et un peu, je dirais, parfois un peu hard, quoi, pour dire les choses. Voilà, ça c'est le contexte architectural. Une équipe incroyable avec plein d'ingénieurs autour de la table. Je me rappelle de ces réunions de chantier où on était 40, enfin c'était top. Et puis on avait tous le même objectif, donc effectivement ça fait la belle team, hein, on adore. Et puis merci ICAD parce qu'il a osé. On était à 50% de bois, le reste en béton et en métal. Il a osé, c'était il y a 5 ans. À l'époque, le bois, c'était pas non plus... voilà. Donc, merci, bravo ICAD. Et tout ça pour dire que ce bâtiment, pour parler de celui-là, mais d'un autre, l'avantage, c'est qu'effectivement, par son gigantisme et par son ambition, il a pu un peu catalyser l'envie de faire et d'innover. Donc, il faut que ça soit un peu un modèle, et si ça peut être dupliqué ailleurs, tant mieux, différemment, encore une fois. Mais on peut y arriver. C'est vrai que quand on a fait le test d'étanchéité à l'air, je sais pas, vous connaissez le test d'étanchéité à l'air, tu te dis 70 000 m², ils mettent la pompe, et tu te dis merde, il y a un truc, il y a une fenêtre ouverte ou machin, t'as intérêt à ce que tout soit bien fermé, les gens, etc. Et on a eu à 100%, mais ça veut dire que les artisans, les compagnons, ils ont fait le taf aussi. Il faut en parler de ça. Ça, c'est top. Petit regret, retour d'expérience, mais tu en parlais et c'est vrai, c'est qu'on a des logements à côté qu'on a conçus. Donc on avait des logements, une crèche, un commerce, donc c'est vraiment un morceau de ville, des bureaux, et qu'on avait envie de faire un transfert d'énergie. On parle de la fameuse Smart City. C'est vachement bien. C'est un peu, tiens, t'as un bâtiment qui produit du chaud, l'autre il attend le chaud le week-end, l'autre il a produit la journée. C'est la chronotopie, c'est-à-dire on utilise les usages les gens qui travaillent la journée, ils partent le soir, ça nous a arrangé parce que quand on a pensé le parking, on s'est dit ça va, il y aura des flux qui vont pas trop se croiser parce qu'ils n'ont pas le même timing. Important, la mobilité aussi, on en parlera aussi peut-être.
Voilà, donc tout ça pour dire que le petit regret, c'est qu'on avait envie, qu'elle avait envie, nous tous, de faire un transfert d'énergie entre les logements et les bureaux pour que le bureau puisse alimenter le logement et vice-versa. Et que pour des raisons, encore une fois, juridiques, de concession, de machin truc, de copropriété, enfin vous savez, tout ça, c'est juste pas possible. Parfois on se dit, c'est trop compliqué. Et à un moment donné, pressé par les objectifs de timing, malheureusement, il a fallu... Voilà. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est toujours facile de mettre encore un tuyau, on est capable de remplacer un cœur par un autre cœur. Enfin, voilà. Donc on est capable peut-être à un moment donné de mettre un tuyau, je dis ça facilement, je sais que c'est compliqué, et de dire on fera un transfert un jour. Bon, voilà. Voilà, peut-être. Non, mais il y a remercier, je dis en rigolant un petit tuyau. Ouais, mais et remercier effectivement un locataire qui nous fait confiance, qui est Technip Energies, qui occupe le bâtiment, qui nous fait confiance dans un BFA, c'est un BFA quand même, donc de 40 000 m², qui nous a imposé dans un timing important, qui ne nous a pas permis effectivement de mettre le cadre de gouvernance en place permettant cette solidarité énergétique à l'échelle du quartier. D'autres l'ont vu, j'ai vu des présentations qui mettaient en place des ASL et des AFUL. Et moi, j'appelle de mes voeux la mise en place d'éco-gestionnaires, c'est-à-dire de la mise en place de gestionnaires de services d'intérêt collectif à l'échelle du quartier et du micro-quartier. Mais c'est pas l'échelle de l'enfer de la copropriété qu'on connaît, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et un jour on le fera, parce que si on arrive à le faire sur un bâtiment, c'est pas l'adage que des bâtiments neufs ou rénovés, il faut aussi que ce soit la réalité des bâtiments existants, que de pouvoir rénover un système énergétique et qui par sa générosité, c'est un des éléments importants de la géothermie, peut finalement avoir une réponse pas simplement à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle du quartier. Et ça se fonde aussi sur un cadre de gouvernance adapté. Et Maud, on lâchera rien, on va le faire. Même si on a quelques sujets, j'en parlerai sur les logements, ils sont coquins, là, ils nous mettent des trucs. Et c'est ça qui est intéressant, certainement, c'est ce démonstrateur mondial. Et moi, j'ai toujours envie de dire, un démonstrateur, c'est bien, c'est comme, c'est un peu ma phrase, ça. C'est comme une femme au COMEX, hein. C'est joli sur la plaquette, mais ça a un impact quand il y en a plusieurs, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce retour d'expérience et qui va permettre de multiplier aussi ces actions et de multiplier, en fait, ces beaux projets et cette générosité, justement, de ces différents membres que tu as évoqués, la géothermie, le solaire, le ci, le ça, et de pouvoir multiplier. Et alors, nous, c'est notre grand mot parce qu'on est un industriel, hein, d'industrialiser ce genre de choses-là, et quitte à mettre justement à aller au-delà de la technique, mais aller dans les systèmes de gouvernance. Nous, on travaille sur des projets qui sont à l'échelle d'un bâtiment, mais qui sont aussi à l'échelle d'un petit quartier, etc. Et cette générosité, c'est cette combinaison aussi des différentes sources d'énergie, qui soient des énergies de récupération aussi parfois, hein, de procédés industriels, scientifiques et autres, et puis de ces différentes sources qu'on peut avoir à disposition. Et c'est là où c'est très intéressant, et pour nous, c'est passionnant en fait d'aller au niveau d'un bâtiment, mais aussi au niveau d'un quartier, au niveau ou d'un très gros bâtiment comme Origine, hein, et d'apprendre de tout ça et de multiplier. Comme tu disais, un des bras, un des pieds, c'était d'aller chercher la chaleur pour chauffer le bâtiment et refroidir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en discutant avec les équipes spécialisées dans ce domaine-là, ils nous ont dit il faut réserver la nappe. Donc on a dû réserver la nappe. On avait un plan. Et on devait réserver la nappe parce que tu as plein de nappes et tu en avais une nappe qui avait déjà été prise par le voisin, etc. Et pourtant, c'était en dessous parce que nappe, c'est ça là que ça pose la question de la ressource et où est-ce que ça se positionne. Et est-ce que l'eau qui est en dessous, elle m'appartient? Est-ce qu'elle appartient à l'autre? Encore un autre sujet compliqué à gérer. Hein. Et à un moment donné, il va falloir aussi faire attention à cette ressource, elle n'est pas non plus. Donc ça veut dire que si on réserve, c'est qu'on fait attention aussi. Voilà, donc encore une fois, toujours cette vision d'équilibre. Et je pense qu'on va avoir dans la deuxième, ça va être la très bonne transition parce qu'on va avoir un représentant du Bergem qui va nous parler de ses ressources. Il y a la ressource, on peut aller puiser dans la nappe, et puis on peut aller puiser dans la terre qui est chaude, qui est à 15 degrés tout le temps, toujours, et en faisant cette deuxième solution, quand elle est souvent disponible, très souvent disponible, comme vous pourrez le voir là. On réserve pas parce que c'est notre énergie qui est juste sous nos pieds et on va pouvoir la prendre, c'est notre batterie, on prend les calories l'hiver pour chauffer le bâtiment, on les remet l'été, en ce moment on est en train de recharger le sol et on récupérera la chaleur, on la réutilisera. Je propose du coup qu'on s'arrête là, je crois qu'on peut les applaudir et les remercier pour leur intervention, merci beaucoup.